Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 3 des politiques publiques du sport. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans des documents assez fascinants. Oui, vraiment unique. Ce sont des notes internes, des bilans qui viennent du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça. Et en les lisant, on a un peu l'impression de regarder par-dessus l'épaule de l'État, pour voir comment il utilise le sport. C'est exactement ça. Et ce qui est dingue, c'est que ça va bien au-delà du sport lui-même, hein. Ah oui, On touche à la cohésion sociale, à l'emploi, à la santé, à la sécurité. En fait, ces documents, ils montrent une sorte de toile d'araignée d'initiative. une toile d'araignée, j'aime bien l'image. Et on se demande si l'État est un chef d'orchestre qui maîtrise tout, ou plutôt un jongleur qui essaie de ne rien faire tomber. Le jongleur, ça me parle bien. Alors, première balle chaude, l'inclusion sociale. Les notes parlent beaucoup des quartiers prioritaires, les QPV. Oui, Et pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Les documents rappellent que ça date pas d'hier, ça remonte aux cités dortoirs des années 50. et surtout aux émeutes des années 80. Ça a été un vrai électrochoc. D'accord. Mais un QPV, aujourd'hui, c'est quoi concrètement? Alors, ce n'est pas juste un quartier sensible comme on l'entend dans les médias. Non. Non. La désignation est très technique, basée sur des critères nationaux. Il faut au moins 1000 habitants et surtout le critère clé, c'est le revenu par habitant. C'est très statistique. Et c'est ce cadre qui permet de lancer des dispositifs comme le programme Sésame, qui ressort beaucoup des notes. Voilà. Sésame, c'est un très bon exemple. L'idée, c'est de prendre des jeunes de 16 à 25 ans, souvent de ces quartiers, un peu en galère, C'est ça. et de les accompagner vers un diplôme dans les métiers du sport ou de l'animation. Le sport comme un ascenseur social, en gros. C'est l'idée. Et sur le papier, ça marche plutôt bien. En Bourgogne-Franche-Comté, ils ont même dépassé leurs objectifs en 2024. 250 parcours financés. C'est un succès alors. Oui, mais il y a un mais. Et les documents sont très honnêtes là-dessus. Au niveau national, le taux d'abandon est énorme. Ah bon? Entre 30 et 40%. C'est énorme. Et ça s'explique comment? Le diplôme, ça ne fait pas tout. Souvent, ces jeunes n'ont plus les habitudes scolaires. Et puis, il y a tous les coûts cachés, le transport, parfois un logement pour la formation. Tout ça peut faire capoter un projet. C'est ce que les notes appellent les trous dans la raquette. J'ai trouvé l'expression très juste. Oui, c'est tout à fait ça. Ils disent par exemple que la Saône-et-Loire ou le Jura sont moins bien couverts. On voit que c'est difficile de couvrir tout le territoire. Exactement. Et Sésame n'est pas le seul outil. Il y a aussi le passeport. Le passeport, oui. Là, la logique est différente. Oui, là, c'est une aide financière directe. On donne de l'argent aux familles pour aider à payer la licence en club. C'est né après le Covid pour relancer la machine. C'est plus simple en théorie. Parce que là, je suis tombée sur un chiffre dans les notes qui m'a fait halluciner. Ah oui, bah. Rien qu'en Bourgogne-Franche-Comté, 6000 jeunes qui auraient dû le recevoir n'ont jamais eu le code pour l'activer. 6000. C'est énorme. Mais c'est dingue. Comment c'est possible? Les notes ne donnent pas le fin mot d'histoire, mais ça illustre parfaitement le problème. On a l'idée, on a l'argent, mais la machine administrative, parfois, elle coince. Un bug informatique, un fichier qui se perd. Voilà. Et au final, ce sont des milliers de familles qui passent à côté. C'est toute la fragilité de ces grands plans. Donc, pour résumer, on a Sésame pour l'insertion pro Le passeport pour un coup de pouce direct. et d'autres aides pour les clubs. C'est une stratégie sur plusieurs étages, C'est ça. On s'attaque à tous les fronts en même temps. L'argent, les clubs, les perspectives d'emploi. C'est très ambitieux, mais comme on l'a vu, c'est aussi très fragile. Et cette fragilité, on la retrouve sur un autre sujet qui est la face cachée de tout ça, la sécurité. Oui, c'est l'autre volet. C'est bien d'attirer les jeunes, mais comment on s'assure qu'ils sont en sécurité dans les clubs?
Et là, les notes deviennent beaucoup plus graves. On parle de l'honorabilité des éducateurs. Honorabilité, le mot est un peu vieillot, c'est vrai. Oui, Mais il recouvre quelque chose de très concret. La règle, c'est que pour être payé, pour encadrer, il faut un diplôme, une carte pro. C'est la base. Mais le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la vérification des antécédents. et c'est là qu'on entre dans la machine de l'État. Il y a le casier judiciaire, bien sûr, mais les documents insistent sur un fichier en particulier, le FIJAIS. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Son rôle, c'est de suivre les délinquants sexuels condamnés. Et c'est devenu un outil absolument central dans le sport. Pourquoi à ce point? Parce que les chiffres font froid dans le dos. Selon les notes, 80% des signalements de violences sexuelles dans le sport concernent des mineurs. 80%. Oui. Donc le contrôle de ce fichier avant de donner une carte pro à quelqu'un, c'est tout simplement vital. Et ça a un impact réel? Ça fonctionne? Oui. Et là aussi, on a un chiffre très concret. Pour le seul département du Doubs, ce contrôle a permis d'écarter 45 personnes. 45! 45 personnes qui voulaient encadrer dans des clubs, écartées pour des faits de viol ou d'agression sexuelle. Ça montre que le filet de sécurité, même s'il n'est pas parfait, il fonctionne. Mais attendez, une question, ça c'est pour les professionnels, ceux qui ont une carte. Et les bénévoles? Il y en a des milliers, Excellente question. C'est le point faible historique du système. j'imagine, oui. Mais la loi a évolué. Maintenant, les dirigeants du club peuvent et doivent vérifier l'honorabilité des bénévoles qui sont en contact avec des mineurs. Le chiffre des 45 personnes dans le Doubs, d'ailleurs, ça inclut aussi des bénévoles. D'accord. Mais ça repose sur la vigilance des clubs. L'État donne l'outil, mais il faut que les associations s'en servent. Il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire. Et si un problème arrive quand même? Si quelqu'un fait un signalement, par exemple via la plateforme Signal Sport, que se passe-t-il? Alors là, on entre dans ce que les notes appellent l'enquête administrative. Et il faut bien la distinguer de l'enquête judiciaire. Surtout pas les confondre, non. L'enquête judiciaire, c'est la police, la justice. L'enquête administrative, c'est le ministère des Sports. Son but, il est préventif. C'est-à-dire? Son but n'est pas de prouver la culpabilité pour envoyer quelqu'un en prison. C'est de décider si un éducateur, même pas encore condamné, représente un danger pour les enfants. Et si c'est le cas, on l'écarte. C'est une mesure de protection en fait. C'est exactement ça. La justice peut prendre des années. Le danger pour un enfant, lui, il est immédiat. C'est cette urgence qui justifie que le préfet puisse prendre une mesure d'interdiction très vite, pour protéger. On sent la tension là, entre protéger à tout prix et respecter les droits de la personne, qui est encore présumée innocente. C'est tout l'enjeu. Bien sûr, il y a des garanties, le principe du contradictoire, mais en cas d'urgence, la protection prime. D'ailleurs, les notes montrent bien qu'il y a une volonté d'harmoniser ces procédures, pour que la protection soit la même partout. On voit bien l'État gendarme, protecteur, mais il a encore une autre casquette dans ces documents. Il devient professeur. Oui, c'est le troisième grand volet, on passe à la prévention par la compétence. L'idée est de donner à chaque enfant un bagage de sécurité minimum. Et là, il y a deux programmes phares. Aisance aquatique et savoir rouler à vélo. Exactement. Commençons par l'aisance aquatique. L'objectif est simple et terrible à la fois. C'est d'éviter les noyades. Environ 1000 décès accidentels par an en France. C'est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. C'est énorme. Et le programme s'attaque au problème très tôt, chez les 4-6 ans. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça change toute la pédagogie. On n'est plus dans le cours de natation classique pour apprendre le crawl. Non? Non, l'idée c'est, un enfant tombe dans l'eau tout habillé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne doit pas paniquer, il doit savoir se mettre sur le dos, flotter et revenir au bord. C'est savoir se sauver, pas savoir nager. Et ça, sur le terrain, ça passe bien? Ça coince un peu, paradoxalement. Le principal obstacle, parfois, ce sont les maîtres nageurs eux-mêmes. Ah bon? Pourquoi? Ils se sont formés depuis des années à une pédagogie très technique, de performance. Et là, on leur demande de tout changer, de se focaliser sur la sécurité, pas sur le geste parfait. C'est une petite révolution. L'autre révolution, c'est le savoir rouler à vélo, le SRAV. C'est carrément devenu un savoir fondamental, obligatoire à l'école depuis 2022. Oui, on le met au même niveau que lire, écrire et compter. Le programme est très bien fait, en 3 étapes. Lesquels? Bloc 1, je maîtrise mon vélo dans la cour. Bloc 2, je connais le code de la route. Et le bloc 3, le plus important, je sors sur la route en conditions réelles, pour rendre les enfants vraiment autonomes. C'est une ambition géniale. Mais je sens venir le mais. On en revient au jongleur du début, j'ai l'impression qu'une balle va tomber. C'est le nerf de la guerre.
le financement. Ah, Les notes sont très claires. Le programme a été super bien lancé grâce à un dispositif qui s'appelait Génération Vélo, qui payait une bonne partie. Sauf que ce financement s'arrête en janvier 2026. Donc, une session complète pour une classe, ça coûte entre 1400 et 1600 euros. Quand l'aide couvrait la moitié, ça allait. Maintenant, pour une petite mairie ou une école, c'est juste impossible. mais c'est un paradoxe fou. On rend un savoir fondamental, obligatoire, et 2 ans après, on coupe les financements qui permettent de le faire. C'est toute l'histoire de la politique publique, ça. On a l'ambition politique, mais la réalité budgétaire finit toujours par rattraper les choses. Et la conséquence, c'est quoi? Elle est chiffrée dans les notes. Les objectifs régionaux du programme ont été revus à la baisse, drastiquement. On se retrouve avec un savoir fondamental qui risque de ne plus être financé. C'est incroyable. Bon, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, on a le portrait d'un État qui est sur tous les fronts. Oui, Il est État-providence avec l'inclusion, État-gendarme avec la sécurité et État-professeur avec ses savoirs. et ce qui ressort de tout ça, c'est ce grand écart permanent entre les belles ambitions nationales et la réalité du terrain, avec les bugs, les financements qui manquent. C'est ça. Le grand écart entre la prévention et la sanction. Et puis entre la vision à long terme et les budgets qui, eux, sont toujours à court terme. Ce qui m'amène à une dernière pensée, une question qui reste en suspens après avoir lu tout ça. Oui, On voit bien que l'État est omniprésent. Il finance, il contrôle, il réglemente, mais la question, c'est la pérennité. Comment on fait pour que des programmes comme Savoir rouler à vélo ou Sésame survivent au changement de budget de l'État? C'est la grande question. quel rôle qu'ont les entreprises, les collectivités, les associations? Pour que ces bonnes idées ne meurent pas juste parce que le robinet se ferme. C'est peut-être ça le prochain grand défi.